le horoya tunte farafin jamanana. ខ្មែរត្រូវតែមានព្រហ្មវិហារធម៌ដែលជាមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខា Pues hay dos tipos de independencia, digo yo, la independencia política que marca, digamos, el fin oficial de la colonización y otro tipo de colonización que puede ser mucho más largo y perverso. La première impression quand on arrive dans un pays africain, on prend la mesure de ce qu'éprouve un Africain quand il arrive ici. Parce qu'ici, il est noir au milieu des blancs, et vous, vous êtes blanc au milieu des noirs. Donc tout d'un coup, la vie devient un monde en noir et blanc. J'ai un atlas des colonies françaises, datant des années 1930. C'est complètement dingue quand on lit ce truc. C'est un format comme ça, là, il doit peser 30 kilos. Alors quand on lit ce livre, c'est d'un racisme, mais j'allais dire absolu. Hein? Mais sans méchanceté. Hein? L'homme blanc est supérieur, quoi, point final. Alors, j'y viens depuis 15 ans. Donc j'assiste à la fois aux films et à la fois aux conférences quand je peux. Et ça est un des rares festivals où il y a vraiment un public. Je veux dire, un public qui n'est pas uniquement un public de festivaliers professionnels. C'est cette espèce d'association qui fabrique de l'hétérogénéité entre cinéma et histoire. Et c'est ça qui fait cette particularité du festival. Je pense que le cinéma peut apporter quand même beaucoup de choses dans la compréhension, puisque le cinéma, encore une fois, quand il s'agit de l'histoire, ce n'est pas la rhétorique de l'histoire, mais il fait comprendre des choses. Donc s'il les fait comprendre, c'est à travers le sentiment, c'est à travers l'émotion, et ça change un petit peu la perception, donc le début de sensibilité, d'interprétation des gens. Donc le cinéma est un vecteur d'approche d'une réalité qui est très très grande, pourvu qu'elle ne soit pas didactique, pourvu qu'elle ne soit pas encombrée d'un commentaire. Et je pense que le rôle dans la compréhension de ce qui nous entoure dans notre monde et de sa transformation, le cinéma, en étant tout à fait humble, mais contribue et participe tout autant qu'une culture générale, des cours beaucoup plus théoriques. Le cinéma fait comprendre d'une façon intime les choses. Le cinéma est un outil important pour transmettre les connaissances sur l'histoire des peuples. Et que ce soit par le truchement du documentaire ou par les films de fiction, par les images, on peut toucher le large public. Faire du documentaire, comme dit Jean Vigo, c'est à partir d'un point de vue fortement documenté, avoir un point de vue fortement personnel. Mais c'est toujours la grande difficulté dans un film qui s'appuie sur l'histoire. C'est que, oui, on prend des faits, des événements et des personnages authentiques. Mais on n'en donne pas une vision de la réalité. D'abord, qui est-ce qui la détient, la réalité? Tout cinéaste a besoin d'archives pour faire son film, mais non pas pour établir une vérité, mais pour établir la vérité de sa fiction. La vérité de sa fiction, c'est en quoi mon film va installer le passé que je veux donner à voir, en quoi le spectateur va croire en ce passé. Quand on s'est rencontrés, Benjamin était déjà militant à la FEANF. Il était président de la section de Montpellier. À cause de ça, il n'a pas voyagé pendant plusieurs années parce qu'il savait que s'il allait au Gabon, il risquait la prison. D'ailleurs, certains de ses amis l'ont fait. Donc, je me suis rendu compte progressivement de l'engagement de mon mari et de la cause de la colonisation. Ça a été un engagement progressif pour moi.
Et ensuite, l'idée d'aller au Gabon allait de soi, puisque mon mari était gabonais, je ne voyais pas comment j'allais dissocier ma vie de celle du Gabon. Mon destin et celui du Gabon étaient liés, et ils sont toujours liés. Le Gabon était un des pays qui voulait rester département français. L'État français a choisi les éléments qu'il jugeait bons pour maintenir les intérêts français. Puisque, comme l'a dit bien Likia Mbokolo, tout ce qui était censé être des gens progressistes ont été systématiquement éliminés, c'est-à-dire tués. Comme même Ruben Nyobé, Moumié, etc., Wandié au Cameroun. J'ai trouvé ce film excellent, il m'a beaucoup marqué. Il m'a beaucoup marqué parce que j'ai vu très peu de films depuis que je suis revenue en France, aussi montrant l'horreur de la colonisation. C'est vrai qu'au Cameroun, ça a été particulier, mais justement, il y a tellement une omerta très forte sur la colonisation. Pour une fois, quelqu'un a eu le courage d'aller jusqu'au bout. L'histoire du Cameroun, je la trouve à la fois elle est singulière parce qu'il y a ce mouvement de l'UPC qui est assez unique et qui est le premier. Je veux dire, Oumniobé, quand ils fondent ce parti en 1948 et qui réclament l'indépendance du Cameroun, parce que le Cameroun a un statut à part aussi. Historiquement, ce n'est pas une colonie française, c'est un mandat qui a été confié par les Nations Unies à la France à la sortie de la Première Guerre mondiale. Donc du fait de ce statut particulier, il y a un mouvement politique qui se met en place au Cameroun, qui très vite se structure, qui très vite est populaire et qui est assez unique. La colonisation s'est arrêtée, on a fait comme si elle n'avait jamais existé. Et parler de tous les mouvements de revendication, de contestation, tous les mouvements des sociétés civiles africaines, personne ne les connaît finalement, très peu. Elle répétait les mots d'amour que son mari lui avait appris. C'est pour ça qu'elle disait toujours feu à volonté toute la nuit. C'est la femme du sergent qui, pour gagner beaucoup d'argent, levait la jambe à tour de bras quand son mari n'était pas là. La République est morte à Dien Bien Phu fait partie d'une grande saga que Vincent et Louis Malle avaient entamée avec Français si vous saviez. Donc ils ont traité de la libération, de la guerre. Avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Donc à Dien Bien Phu, il y a 20% de blancs et le reste, ce sont ce qu'on appelait les tirailleurs sénégalais par simplification, mais ce sont des Africains et des Maghrébins qui se battent pour 80% de la troupe à Dien Bien Phu. Qui est responsable du désastre ? Ce rapport secret, c'était la boîte noire de la bataille de Dien Bien Phu. C'est-à-dire, c'était le rapport militaire qui jugeait les militaires pour définir les responsabilités, savoir qui était responsable de la défaite. Plus de 3000 tués et disparus au combat, et 8000 pendant la captivité. La pire défaite de l'armée française. Mais ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs parce que j'ai fait 2 ans et demi en Indochine, mais je n'étais pas à Dien Bien Phu. J'étais rentré déjà depuis 3 ans quand ça s'est déclaré, mais c'est assez impressionnant. Là, c'est la guerre. Du temps où j'étais en Indochine, ça s'appelait la guérilla, mais là, c'était vraiment la guerre. Cette guerre de Bien Phu a fait tellement de morts aux soldats français qu'après, ils ne pouvaient plus assumer les 2 guerres en même temps. Vous vous rendez compte, la guerre d'Algérie est énorme, il y a des morts tous les jours. Le film qu'on a l'honneur de vous présenter ce soir, François Mitterrand et la guerre d'Algérie, 1954-1957. On a choisi les 2 séquences pendant lesquelles il est ministre de l'Intérieur puis ministre de la Justice. Si cette période-là de l'histoire, elle est assez méconnue quant à l'implication de François Mitterrand. En France, quand on est allé en Algérie tourner, ça a été une autre histoire. J'ai été militaire en Algérie, comme petit soldat.
je n'étais pas général. Et pour dire la vérité, je ne comprenais rien de tout à l'époque. Seulement j'étais là, mouillé jusqu'au cou, en marchant dans le Tchébel. Le Tchébel, c'est la montagne. Vous connaissez l'expression. Et donc je marchais en Algérie comme un brave, sans rien comprendre. Et de longues années après, je commençais à lire des livres, à voir des films, des documents, à discuter avec des témoins, à voir toutes les contradictions. Et lentement, je peux me faire une raison sur mon propre passé en Algérie. Et maintenant, je commence à comprendre. Que tous sachent que lorsque le danger menace, l'unité des citoyens, la force de la loi, la grandeur de la République sauront toujours rester maîtresses du destin de la France. Je pense qu'il n'y aura jamais de fin de colonie. On est toujours colonisé par quelqu'un, par un pays puissant. Les Antilles, on dit que c'est des départements d'outre-mer, mais bon, ce sont des colonies. C'est juste un euphémisme, une terminologie. Mais les rapports économiques, sociaux et culturels, ce sont des colonies, quoi. Bon. Et même les peuples qui ne sont plus sous la domination coloniale directe font face à d'autres types de domination qu'on appelle néocolonies. Je pense qu'en France, l'histoire coloniale, elle est encore très sensible, très passionnelle pour plein de gens, des deux côtés d'ailleurs, enfin de tous les côtés même, on pourrait dire. C'est un sujet qui est brûlant puisqu'on a une population de diversité et aujourd'hui encore, on a du mal encore disons, à admettre la diversité du paysage français et de la population. Le métis, il est mignon, il est gentil. Tant qu'il est petit, vraiment, il est mignon. Mais quand il devient ado, ou qu'il postule dans un travail, ou qu'il cherche à faire un stage professionnel, là, c'est le mauvais noir. Tous les enfants qui sont issus de l'immigration, il faut qu'ils soient très forts sur le plan familial, sur le plan psychologique, identitaire, parce qu'ils sont constamment confrontés au rejet. Et cette mise à distance de l'autre, aujourd'hui, elle est toujours active. On voit bien les stéréotypes, les clichés que l'on peut entendre ou deviner quand on parle de l'Afrique, par exemple, ou qu'on parle de l'Asie. Enfin, une multitude de fourmillements, les mots, il suffit d'écouter les mots, les images. Quand on filme l'Asie, par exemple, on filme jamais un individu tout seul, on filme des rues entières parce que c'est le fourmillement qui fascine. Quand on filme l'Afrique, on va filmer un certain niveau, c'est le corps africain avec toute la bestialité, pratiquement l'animalité du corps africain. Quand on va filmer le Maghreb ou l'islam, on va filmer quelque chose, là aussi, produit des stéréotypes qui est un peu c'est dissimulé, c'est l'arabe le couteau entre les dents, c'est le danger rampant. Donc on voit bien que tous ces stéréotypes qui sont pratiquement entrés dans la construction même des mentalités des images. L'altérité, puisque c'est ça dont il s'agit, la construction de l'image de l'autre, la colonisation, elle est justifiée par le racisme. Quand même, c'est considéré que des individus sont inférieurs et d'autres supérieurs à d'autres et qu'il y a une mission civilisatrice de la France. On peut considérer que cette image de l'autre-là, elle reste prégnante dans une partie de la société française, dans la construction de son image de l'immigré, avec certains discours qu'on entend jusqu'à maintenant. Politiquement, on n'a pas intérêt à dire aux gens, il ne faut pas faire de la repentance. Mais si, parce que la barbarie, vous allez la transporter dans les cités, vous allez la transporter ailleurs. D'ailleurs, c'est ce qui se passe maintenant. La même barbarie, on stigmatise les cités et on transforme les gens en barbares, puisque c'est l'image qu'on projette sur eux. Ils vous la renvoient. Comme on dit, pour comprendre le présent, il faut se nourrir du passé. Car lorsqu'on ignore le passé de son propre pays, je ne vois pas comment on peut construire son avenir. C'est la femme du sergent qui, pour gagner beaucoup d'argent, levait la jambe à tour de bras quand son mari n'était pas là. Lui dépensait sa seule d'avoir, faut dire que c'était son métier. Aussi le soir, fallait le voir, parler de l'Indo et de la Corée.